Bienvenue à tous, bienvenue à l'apéro des carreaux, le troisième de cette année 2021 de folie avec Christelle Duchamp. Bonjour. Qui vient de sortir son deuxième thriller. Christelle, coucou. Coucou. Alors voilà, deux thrillers. Le sang des Belasco qui vient de sortir donc chez l'Archipel. Et L'art du meurtre qui était sorti en grand format l'an dernier, qui vient de sortir en poche chez l'Archipoche. Christelle nous le montre. Christelle, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter d'où tu viens? Parce que là, en seulement deux thrillers, tu fais une entrée fracassante dans la cour des grandes. Alors, on veut tout savoir de toi. Qui es-tu? Alors, donc voilà, Christelle Duchamp, j'ai 35 ans, j'habite dans la Loire. Moi, j'ai une formation de graphiste à la base. Donc voilà, l'écriture, pour l'instant, c'est à côté, on va dire. J'ai commencé à écrire très très tôt et l'écriture et la lecture ont toujours fait partie de ma vie, de mon quotidien. J'ai écrit ma première histoire, j'avais 8 ans, donc pour te dire, voilà. Et elle m'avait été inspirée par un tableau de Waterhouse d'ailleurs. Donc comme quoi la boucle est bouclée. Et ensuite, j'ai écrit plusieurs petites nouvelles que je faisais lire à mes profs et voilà, ils m'encourageaient, ils trouvaient ça bien, donc j'ai continué. Après, j'ai beaucoup lu, énormément lu. Donc voilà, tout ça a vraiment toujours fait partie de mon enfance et de mon adolescence. À la maison, il y avait tout le temps plein de livres. Et après, j'ai un petit peu arrêté d'écrire, là, on va dire à partir de 18 ans, parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire, un petit peu comme tout le monde à cet âge-là. Et j'ai repris l'écriture en 2013, une période un petit peu compliquée de ma vie, où en fait, ça faisait très longtemps que j'avais plein de petits scénarios comme ça qui tournaient dans ma tête, souvent en écoutant des chansons, de la musique. Sauf que c'était vraiment des petits scénarios, des petites nouvelles disparates, enfin même pas des nouvelles d'ailleurs, des petites histoires, mais je ne savais pas quoi en faire. C'était plein de petites choses. Et donc en 2013, du coup, je me suis dit, bah écoute, essaye de faire un truc, écris quoi, écris au moins tes idées. Et en fait, j'ai écrit les idées qui sont devenues des nouvelles et que j'ai regroupées en un recueil de 10 nouvelles et que j'ai soumis à des éditeurs. Parce que je me suis dit, bah finalement, c'est écrit, pourquoi pas tenter le coup. Donc j'ai envoyé tout ça à 7 ou 8 éditeurs à l'époque, je crois, 7 éditeurs. 7 ou 8 éditeurs, pardon. Déjà, on a un petit peu commencé à me calmer, enfin, les gens autour de moi, et puis ce que j'avais lu sur Internet avant de prospecter les éditeurs, parce qu'on m'a dit, oula, tu fais des nouvelles, tu fais du fantastique? Ah ouais, ok, bon, bah, t'attends même pas une réponse, parce que ça, en France, ni l'un ni l'autre, personne n'en veut. Donc, j'ai commencé à me replier sur une solution de secours, entre guillemets, en me disant, bah, si personne veut t'éditer, qu'est-ce que t'en fais? Et comme en fait, mon mari et moi, on est graphistes, on s'est dit, bah, on va s'auto-éditer. Donc voilà, j'ai mis en page mes nouvelles, lui, il a fait des couves, il a fait des illustrations, et on s'est auto-édité. Donc avec une petite structure d'édition, un truc complètement, très humble. Et on a imprimé ce roman, enfin ce recueil de nouvelles qu'on a distribué nous-mêmes. Donc ça veut dire avec la voiture, dès que tu pars en vacances, tu laisses 10 exemplaires ici, tu laisses 3 exemplaires dans ta région, tu fais des dédicaces, enfin voilà. Donc vraiment avec les moyens du bord. Et puis on a fait ça pendant pratiquement pendant 6 ans. Donc il y a 1, 2, 3, 4 romans qui ont été édités sous ce format-là. Tout petit tirage bien sûr, enfin minuscule tirage. Et au cours de mes dédicaces, etc., j'ai rencontré une libraire avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui m'a présenté un éditeur de la région qui aimait beaucoup ce que je faisais, et on avait coécrit un polar à 4 mains. Bon, c'est d'accord. Il l'a édité, bon voilà, c'était aussi peu d'envergure, hein, c'était vraiment un tout petit éditeur. Et en fait, ce gars-là, quelques années plus tard, donc là le livre avait été édité en 2014, et quelques années plus tard, cet auteur, qui était devenu un ami entre-temps, cet ami rencontre un agent qui veut le représenter. Donc il accepte, bien sûr, et cet agent lit le polar qu'on avait écrit à 4 mains, et il lui dit, mais attends, c'est génial ce qu'elle fait, cette Christelle Duchamp, moi je veux la rencontrer, est-ce que ton avis... Donc on se rencontre et bah oui, moi je veux bien un agent, enfin pas de souci, moi je connais rien au monde de l'édition, donc je veux bien, voilà, s'il y a moyen de m'aider dans les démarches. Après, quand je me suis lancée dans l'auto-édition, j'avais plus de velléité à être éditée. C'est-à-dire que moi j'étais heureuse dans ce format-là, parce que je gérais vraiment la chaîne de A à Z. Donc en fait, j'avais pas de problème d'ego, j'avais pas de problème de manque, enfin moi ça m'allait bien. Mais l'agent était là, donc pourquoi pas. Le but, c'est quand même d'être lu. Et ce qui pêche quand on est auto-édité, c'est le manque le manque promotionnel. Et voilà, il n'y a pas la force de frappe d'un vrai éditeur. Donc cet agent me fait écrire
un roman que je n'avais pas encore édité, donc que j'ai écrit, et qu'il soumet plusieurs éditeurs. Et là, je me dis, bon, c'est bon, c'est gagné, quoi. Le mec, en fait, c'est un passe-droit, un agent, quoi. Enfin, il va trouver quelqu'un. En fait, personne n'a voulu de mon livre. Donc là, je me suis dit, ok, donc là, ça veut dire que tu es très mauvaise, parce que le gars, il connaît quand même du monde, donc si lui, il n'arrive pas à te placer, arrête d'écrire, quoi. Donc c'est ce que j'ai envisagé à un moment. Et puis, un peu dépitée, je lui dis, bon, écoutez, si toutefois un jour je réécris un roman, est-ce que ça vous intéresse de le lire? Parce qu'il était très bon, il est de très bons conseils. Et il me dit, oui, oui, bien sûr, écoutez, tant pis, on s'en arrête là, mais par contre, si vous... Oui, mais bien sûr, moi je serai toujours... voilà, je vous lirai avec plaisir. Et alors, dans un état de désespoir total, j'écris un roman en me disant cette fois c'est le dernier. C'est-à-dire, je ne veux même plus entendre parler d'auto-édition, c'est fini. Par contre, j'écris ce livre parce que cette idée, je l'ai en tête depuis très longtemps, donc j'écris cette histoire. Si ça ne marche pas, j'arrête tout. J'écris l'histoire, je l'envoie à l'agent qui me dit « Ok, c'est une petite bombe, celui-là, on va y arriver ». Il le présente à l'archipel, l'archipel signe 2 jours plus tard, et ce roman, c'est L'Art du meurtre. Voilà. Donc, c'était vraiment le... Voilà. Et alors, par contre, après, je ferme la boucle. Bon, puis après, il y a eu Le sang des Belasco qui est sorti en janvier, mais pour fermer la boucle, ce premier refus de ce précédent manuscrit, ça a été horrible pour moi. J'ai vécu une période vraiment de déception et de tristesse absolument atroce. Mais aujourd'hui, je le vois vraiment comme quelque chose de très positif. Parce que finalement, je me dis que si j'avais pas été recalée de cette manière, si on m'avait accepté tout de suite parce que j'arrivais avec un agent, je me serais dit ouais, bon, bah d'accord, quoi, en fait, t'es pas vraiment jugé pour ce que tu fais ou pour ce que t'aimes, mais le mec, il a des passes d'oreilles, il connaît du monde, bon, bah c'est bon, t'es édité, quoi. Là, le fait d'en avoir un petit peu chié, pardon, eh ben, ça donne du sens à ce que j'ai fait. On m'a pas choisi parce que on connaissait mon agent. On m'a choisi parce que mon manuscrit a plu et on a dit ouais, elle, on veut la signer. Donc ça, aujourd'hui, je le vois vraiment comme quelque chose de très positif. C'était un mal pour un bien, et c'est aussi ton témoignage nous permet de comprendre qu'il ne faut pas désespérer, en fait, puisque non. Moi je pense qu'il y a un moment pour tout, et c'était sans doute ton moment, ta rencontre avec l'archipel qui a fait qu'effectivement on a pu te découvrir. L'Art du meurtre est sorti il y a 1 an chez l'archipel. Effectivement, alors moi je l'ai dévoré en une soirée parce que je ne pouvais plus le lâcher. Est-ce que tu veux qu'on démarre d'ailleurs par L'Art du meurtre? C'est celui qui t'a fait découvrir Moi, alors, juste une question, Christelle. Oui. Qu'est-ce que tu as changé du coup dans ta façon d'écrire entre le manuscrit qui a été refusé et L'Art du meurtre, d'après toi? Beaucoup plus de spontanéité. Tu vois, cet état de désespoir, je pense, mais ça marche pour plein de choses dans la vie, hein. Mais tu vois, ça fait une sorte il y a un clic qui se fait dans ton cerveau, dans ton corps, dans ta façon de procéder. Donc, je pense qu'il y a une sorte de déclic en me disant, ben voilà, t'as rien à perdre, écris, sois toi. Moi, je dis souvent, quand on ne sait pas comment se comporter, quand on ne sait pas comment être, soyons nous-mêmes. Être soi-même, c'est souvent la meilleure des réponses, dans un état où quand on ne sait pas trop comment faire. Et là, j'ai vraiment essayé d'être moi-même. D'être franche, et surtout d'écrire le livre que moi, j'aurais eu envie de lire. Mais après, dans la façon d'écrire, non, c'était... stylistiquement, c'était à peu près pareil. Non, j'ai juste vraiment été hyper honnête avec moi-même. T'étais libérée. Voilà. Ouais, quelque part, ouais. Alors du coup, ce meurtre... Ce livre se passe dans le milieu de l'art, hein, des beaux-arts. Moi, j'ai découvert plein de choses à l'intérieur de ton livre parce que c'est pas forcément... je connais pas forcément grand-chose à la peinture, et du coup, j'ai vraiment fait plein de découvertes avec toi. J'allais voir sur Google, j'allais voir en me disant mais c'est pas possible ce qu'elle raconte, j'y crois pas. Et c'est vrai que tu mets en scène des choses qui existent, qui sont glaçants. Tu as fait beaucoup de recherches. Comment ça s'est passé? Tu connaissais déjà tout ce dont tu as parlé, ou tu allais faire des recherches? Alors oui, je connaissais déjà bien, puisque, comme je vous disais, je suis graphiste de formation, et en fait, j'ai suivi des études d'art appliqué. Donc 3 ans d'études d'art appliqué à Lyon, et dans ce cursus, il y a pas mal d'heures d'histoire de l'art.
Donc pendant 3 ans, plusieurs heures d'histoire de l'art dans la semaine, voilà. Plus ajouter à tout ça beaucoup d'expos, beaucoup de musées, parce qu'on nous demande d'être très curieux, beaucoup de films, enfin voilà, plein de choses. Donc voilà, moi j'avais un bagage entre guillemets artistique à ce niveau-là, et culturel. Alors pas complètement dingo, mais quand même, voilà, avec quelques connaissances un petit peu solides. Donc ensuite, quand j'ai écrit l'art du meurtre, bah, il y a plein de performances qui se sont imposées d'elles-mêmes. Les performances d'Orlan, voilà, que j'en avais vu une à la télévision. Donc voilà, je la connaissais. Donc j'ai aussi écrit mon histoire en fonction de certaines performances ou certaines œuvres d'art que je connaissais. Franck Obi, pareil, je le connaissais. Et par contre, après, j'ai aussi fait des recherches en plus pour agrémenter un petit peu cet art du meurtre. Ouais. Et puis voilà, en cherchant performance extrême, on ricoche sur plein de choses et on se dit, ah ouais, mais lui, il fait ça. Mais attends, en fait, ça pourrait apporter du sens aussi à là ce que je raconte. Donc voilà, c'est un savant mélange de choses que je savais et de choses en plus que j'ai découvert au fil de l'écriture. Moi, je propose qu'on se mette dans le bain et que je vous lise le premier extrait. Alors moi, Allez. Non, c'est moi qui le lis. Caro, je crois qu'il lit le premier. Moi, tu lis le deuxième, tu m'as dit. Alors, vous allez comprendre qu'on est dans le thriller pur et dur. L'homme est nu. L'homme est nu, de la tête aux pieds. Son ventre gras et luisant repose sur ses cuisses. Il doit avoir l'air ridicule, mais il s'en fiche. Au diable la fierté. Être habillé est le cadet de ses soucis. Une seule chose le préoccupe. Est-il encore vivant ? Ses paupières se soulèvent, un effort considérable. Il tente de s'habituer à la pénombre. Petit à petit, il distingue enfin l'endroit où il se trouve. Chez lui. Dans cette salle à manger où tant de réceptions ont été données, tant d'amis sont venus boire du champagne, tant d'anniversaires ont été fêtés. Devant lui, 2 trous noirs le fixent. Ce regard, insistant, terrifiant, c'est elle, oui, elle. La panique le submerge, il essaie de se lever, impossible, il ne peut pas bouger. Ni la tête, ni les mains, ni les pieds, il est paralysé. Il aimerait prendre une profonde inspiration, mais n'y parvient pas. Son organisme semble sur le point de s'arrêter. À bout de souffle, il laisse sa tête retomber sur son torse. C'est à cet instant qu'il découvre les blessures. Ses mains sont lacérées, ses bras griffés. Sur son ventre, de larges entailles laissent s'écouler des filets de sang. Dans son dos, la morsure d'une douleur insoutenable, une brûlure qui flagelle ses omoplates. Son regard se plante sur le crâne qui lui fait face. Sa bouche s'entr'ouvre pour chercher l'oxygène. Une lueur l'éblouit, au bout, un tunnel. Incapable de lutter, il laisse la mort l'emporter. Alors il se souvient, mais il est trop tard pour regretter. Wouh! Voilà, là on est au début de ton livre. Yep. Est-ce que tu veux alors ça parle de quoi? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux nous pitcher ce livre? Alors, je vais vous pitcher le livre. J'adore faire ça. Franck Tardy, avocat à la retraite. Non, c'est super dur de pitcher les bouquins. Alors, oui, c'est l'histoire de... Avant tout, c'est l'histoire d'Audrey, qui est lieutenant à la PJ de Paris, et qui est appelée, on est en plein mois de juillet caniculaire à Paris, et elle est appelée sur une scène de meurtre un petit peu étrange. Donc Franck Tardy, qui est un avocat à la retraite, donc, a été retrouvé chez lui, dans son appartement du 16e arrondissement, dans son luxueux appartement du 16e arrondissement. Il a été assis à une table dressée pour un banquet, il est nu, attaché, enfin voilà, il est partiellement blessé, mutilé. Voilà. Donc Audrey arrive sur cette scène de crime, et très vite elle va se rendre compte que cet homme était un féru d'art, qu'il avait des soucis d'argent, des soucis de liquidité. Et ben bien vite, d'autres meurtres vont venir compléter la liste. Et pour Audrey, va de plus en plus s'imposer cette idée que l'art et ses meurtres sont liés. Voilà. Les scènes de meurtre sont très visuelles parce qu'en fait, on a l'impression d'être devant un tableau. Les corps sont mis en scène à la manière de grands tableaux. D'où est venue cette idée? Parce que c'est vrai que ton livre, on a vraiment longtemps les scènes de mort en tête parce que c'est très bien raconté, tu décris très bien et c'est complètement glaçant. C'est un beau compliment parce que voilà, c'est vraiment un super compliment, je te remercie. Oui, c'était vraiment l'idée qu'elle soit très visuelle, puisque voilà, c'est quand même aussi un livre, enfin pas sur l'art, mais voilà, qui traite de l'art. Donc si j'avais loupé ça, je me serais effondrée, j'aurais tout loupé. Donc là, si je suis parvenue à faire ça, c'est super. En fait, d'où m'est venue l'idée
déjà, il y a un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Gregory Crutzen, qui fait des photos absolument magnifiques. Ces photos sont des tableaux. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a certaines situations dans la vie qui pourraient être des tableaux, de ce truc de magnifier comme ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas magnifier des meurtres. Parce que c'est vrai que dans les polars, on se délecte un petit peu de ces descriptions sanguinolentes. On l'avoue, en tant que lecteur de polar, on aime bien quand arrive le moment de la description du corps. Enfin, voilà, c'est un petit peu lugubre comme ça, mais c'est vrai qu'on aime tout ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement magnifier ces morts et en faire des œuvres d'art. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée, ouais. Et puis après, en parallèle de ça, il y avait la problématique. Souvent, mon récit part d'une problématique. Là, la problématique, c'était jusqu'où peut-on aller au nom de l'art. Et j'ai essayé de répondre à ça dans l'art du meurtre et je propose 3 réponses à cette question. Je ne peux pas vous les fournir, bien sûr, je ne peux pas vous les partager ici, mais je propose 3 réponses. Ouais. Moi, j'ai pensé également au film Seven, dans justement le fait que les scènes sont très visuelles. Je ne sais pas si tu t'en es inspiré ou pas forcément. Moi, j'ai vraiment pensé à ça tout de suite, en fait. Non, non, à chaque fois c'est la blague parce qu'on parle tout le temps de Seven. Enfin, c'est. Me dis En pas fait, que je tu ne l'as l'ai pas pas vu, vu. hein. Voilà, toujours pas, hein, Caro. Arrête. Voilà. Donc j'ai pas pu m'en inspirer ni de près ni de loin, puisque voilà, c'est pas dans ma culture. Enfin, c'était pas dans les images que j'avais en tête en tout cas. D'accord. J'ai même pas vu. Enfin, on m'a parlé de la scène de la gourmandise avec un monsieur un peu bedonnant, mais voilà, je ne connais même pas cette scène. Donc non, non, ça m'a pas influencé pour le coup, ouais. Mais oui, je crois. Attendez, je reviens. Ça tombe bien, je suis à côté du livre de Gregory Crutzen. Ah bah voilà, magnifique. C'est bon, il n'y a pas d'enfant. Voilà, mais après, ça rend pas très bien, mais je vous invite à le googliser. C'est magnifique, quoi. Ça s'appelle Ces comment, photos, du coup c'est un. Alors, Pour l'écrire Gregory dans le chat. Crutzen. Je Pardon. l'écris dans le chat. Je vais Ouais. l'écrire. Vous irez voir, c'est fou, quoi. Enfin, et je crois que ça jouait beaucoup dans le point de départ de l'art du meurtre. Voilà. Donc pas Fincher. Par contre, je suis fan de Fincher. J'ai vu tous ses films sinon, sauf Seven. Et donc pas Fincher, mais Crutzen. C'est très Mad Men aussi dans l'ambiance. Bon, ça brille là, c'est pas beau mon histoire, mais enfin, ça raconte tellement de choses. C'est génial. Ouais, et le livre aussi est très beau. Bon, c'est très américain. Voilà. Et moi, quand j'étais à Stockholm, je suis allée voir, il y avait une expo justement d'une. Alors, je sais pas comment on l'appelle. Tu en parles dans ton livre. Elle s'appelle Monica, non? Ah non, Marina Abramovic. Marina, voilà. C'est ça? Ouais. Ouais. Alors, Et donc, oui, Marina. je suis allée voir une de Ouais. ces expos et en fait, ça m'a mis mal à l'aise pendant toute l'expo parce que je comprends pas très bien ce qu'elle veut montrer, démontrer. Et alors, oui, c'est une forme d'art, mais c'est vrai que de la retrouver dans ton livre, hein, du coup, je suis repartie à Stockholm dans cette expo où je m'étais vraiment sentie pas bien parce que effectivement, l'art peut, sous toutes ses formes, voilà. Et elle a fait des sacrées performances vraiment extrêmes et. Ouais. Oui, oui, puis elle, c'est un petit peu Enfin, on dit souvent que c'est un peu la maman de l'art corporel, de la performance. C'est-à-dire, c'est elle qui a initié tout ce mouvement. Enfin, voilà, elle a fait des choses avec son compagnon de l'époque complètement dingues. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai terminé d'écrire l'art du meurtre, donc il a été présenté à l'archipel, après on a fait les modifications, et dans les modifications notamment, on a supprimé un prologue que j'avais rédigé, parce qu'on avait peur que les gens ne comprennent pas trop, parce que ce prologue, en fait, racontait une performance de Marina Abramovic. Et en fait, on ne la retrouvait pas plus tard vraiment dans le bouquin, si ce n'est que mentionné ça et là. Et avec l'éditeur, on avait peur que ça perde un peu le lecteur, que le lecteur se dise et cette nana là dont on nous a parlé dans le prologue, finalement, on ne la retrouve pas après. Voilà, on avait peur que ce soit trop détaché du récit. Mais dans ce prologue, je décrivais une performance où Marina, donc, dispose sur une table plusieurs objets. Donc, il y en a une dizaine pour blesser et une dizaine pour faire plaisir, entre guillemets. Et elle se met dans la pièce et le public arrive. Et à ce moment-là, alors je ne sais plus que c'était dans une galerie, ça a duré la nuit entière. Et les gens pouvaient, alors il y avait une rose, donc ils pouvaient la caresser avec une rose. Et puis petit à petit, il y a quelqu'un qui s'est mis à la pincer, quelqu'un s'est mis à la gifler. Il y avait des lames de rasoir, quelqu'un s'est mis à lui faire des entailles. Enfin voilà, les gestes doux sont rapidement passés.
rapidement été oubliées pour faire laisser place à des gestes plus violents. Son but, la description de sa performance, c'est « je suis l'objet ». C'est-à-dire qu'elle, c'était de dévouer son corps à sa performance, à son art. Donc elle était vraiment figée comme ça, et il lui arrivait des choses sur son corps, jusqu'à ce qu'un homme prenne un des revolvers qui était sur la table, pointe l'arme sur la tempe de Marina. Et là, l'organisateur de la galerie est arrivé en disant « Bon, là c'est bon, on est bien sur la performance. Voilà, l'idée c'est pas de faire marcher les assurances ce soir, on va arrêter tout de suite. » Donc ils ont cessé la performance. Mais voilà, je pense qu'elle aurait été prête à mourir pour l'art. Marina, je pense qu'elle est prête. Un jour aussi, avec son mari, ils se sont bandés à un arc l'un sur l'autre avec une flèche. Ils étaient à quelques centimètres d'écart. En gros, il y en a un qui lâchait la pression, la flèche partait, c'est tué Marina, quoi. Donc, voilà. Voilà. Si donc ça ne m'étonne pas qu'elle était traumatisée. Si vous voulez retrouver Marina, lisez L'art du meurtre de Christelle Nichamp. Voilà, vous aurez des nouvelles de Marina. Est-ce qu'on passerait au deuxième extrait, Caro? Allez. C'est Christelle qui nous a proposé de le lire. Est-ce que tu peux nous situer la scène, s'il te plaît? Alors oui. Attends, je reprends l'extrait. Donc, la scène. Alors, l'équipe là, qui enquête sur les meurtres commence un petit peu à prendre connaissance de différents courants artistiques, notamment donc, l'art corporel, qui pourrait inspirer le tueur, en fait. Donc, du coup, ils sont en train de visionner des vidéos, notamment une vidéo de Franco B, un artiste de performance extrême. Et donc là, je lis l'extrait. Un texte accompagne la vidéo. Je le lis à voix haute. Mon œuvre est centrée sur le viscéral, où le corps est une toile, un terrain direct de la représentation du sacré, de la beauté, de l'intouchable, de l'indicible, mais aussi de la douleur, de la haine, de la perdition, du pouvoir et des craintes face à la condition humaine. Rien compris, soupire Gaël. Je ne prête pas attention à sa remarque et poursuit. Les points communs entre le meurtre de Mouron et cette performance sont nombreux. Les projections de sang, le cathéter qui maintient les veines ouvertes. Mathias, tu nous as dit qu'un artiste présent à la Biennale se revendiquait l'émule de Franco B? Oui, Orlando aussi, a un prénom plus une lettre, comme son mentor. C'est quoi son créneau? La chair. Pardon? Selon lui, l'artiste et son œuvre ne doivent faire qu'un. Plutôt que de réaliser des peintures, photos ou sculptures, Orlando aussi propose à ses fans d'acheter un morceau de lui. Il veut que son corps soit vendu, encadré, accroché au mur. Il s'est déjà circoncis en public, arraché les 2 lobes d'oreille et sectionné les tétons, dans l'unique but de vendre des parties de son corps. Sa performance la plus connue s'appelle Cut Me. Elle a eu lieu à New York il y a 2 ans. Les spectateurs ont mutilé l'artiste pendant des heures. Une femme lui a coupé le petit doigt avec une tenaille. Ce conf s'est fait 500 000 $. Mais l'expérience a failli mal tourner. Du coup, c'est fini. Orlando C ne laisse plus personne le découper en morceaux. Il s'en charge lui-même. Et je me permets du coup un parallèle directement dans la suite de cet extrait. C'est drôle finalement parce qu'on lit la seule performance que j'ai imaginée, alors qui est librement inspirée justement de Marina Abramovic, mais c'est toutes les références à l'art du roman sont vraies, sauf celle-ci. Voilà, parce qu'il fallait que mon équipe de flics puisse assister à une performance, donc je ne voulais pas que ce soit quelqu'un d'existant, enfin que ce soit pas possible. Voilà, donc j'ai créé celui-là. Non, mais c'est dingue ce que tu as imaginé. Ouais, mais finalement, c'est pas si loin de la réalité. Non, mais parce c'est qu'en plus, la performance, voilà, on parle aussi de la personne qui s'ouvre les veines avec un cathéter. Ça aussi, c'est vrai. Franco B, c'est dans le genre aussi, c'est atroce. Et la scène que j'ai écrite juste avant, il est nu, il marche sur un catwalk, vous savez, comme dans les défilés de mode, là. Il est nu, pas en blanc, et il a les veines ouvertes avec des cathéters à l'intérieur, donc il serre les poings, tu vois, hein, et il marche, et ça dégouline de partout, et au final il s'effondre, quoi, parce que, enfin, voilà, enfin, tu te dis, mais les gars, enfin, oh, calmez-vous là, la vie est belle, non? Donc ouais, ça va vraiment loin. Je note son nom aussi, vous allez passer une super soirée avec moi, vous allez voir. Non, mais après, quand on commence à regarder toutes ces performances, on a envie d'en voir d'autres aussi, je pense. Enfin, c'est un plaisir un peu malsain, mais comme le polar. Est-ce que ce que tu nous racontes là, ce que tu as écrit, c'est par exemple le genre de scène que tu aimes lire toi-même? Eh ben ouais, on a toujours l'air un peu barjot quand on dit ça, mais ouais, c'est après moins maintenant, mais c'est vrai qu'il y a cette fascination pour les scènes complètement extrêmes. Alors pas les voir, je supporte pas les films gore, les films d'horreur, tout ça, c'est hors de question pour moi. J'en vois quelques-uns, mais c'est pas ma came. Par contre, dans les romans, oui, j'ai un taux d'encaissement qui est assez élevé, ouais. Comme Caro, quoi. On comprend bien pourquoi vous vous entendez bien. C'est ça. D'accord.
Voilà, donc on comprend pourquoi L'Art du meurtre a été une petite bombe quand il est sorti l'année dernière, parce que c'est vrai qu'en un roman, voilà, on a su qui t'étais tout de suite, Christelle Duchamp, et ton deuxième livre était du coup très attendu, puisqu'on t'attendait au passage. Le deuxième, c'est toujours un petit peu compliqué parce que voilà, les gens t'attendent. On ne sait pas si, on savait pas si tu allais refaire quelque chose d'aussi violent. Et donc pas du tout en fait. Tu es parti dans plutôt un thriller psychologique. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment t'es venu le sang des Belasco? En fait, ouais, c'est exactement ce que tu dis. En fait, tu as tout résumé. C'est-à-dire, j'avais vraiment peur de ce second roman parce que je savais que j'étais attendue. Et en même temps, j'avais pas envie de reproduire ce que j'avais fait avec L'Art du meurtre parce que c'était pas trop facile. C'est jamais facile d'écrire un roman, mais voilà, c'était trop facile. Et puis, je voulais surprendre. J'aime bien prendre des risques d'une manière générale, et j'ai envie de surprendre mon lecteur. Je n'ai pas envie de me moquer de lui, quoi. Je veux vraiment, voilà, le surprendre. Donc je me suis lancée dans cette histoire de huis clos familial, avec quand même voilà, de la violence. Enfin voilà, on en reste quand même dans. Je pense qu'on reste dans mon univers, mais dans un style différent qui est le huis clos familial, ouais. Et un petit peu plus psychologique, comme tu dis. Ouais. Oui, c'est beaucoup moins. Je sais qu'il y a des lecteurs qui nous regardent ce soir qui ne sont pas du tout thriller trash. Donc celui-là, Le sang des Belasco, vous pouvez tout à fait le lire. Il est très soft. Il est plus doux. On va dire, il est plus doux. Alors, c'est une histoire de famille. Est-ce que tu veux nous pitcher, du coup, l'histoire, Christelle? Ouais, alors c'est 5 frères et sœurs qui se retrouvent dans la maison de leur enfance, la Casa Belasco. C'est une demeure isolée dans les vignes. Enfin voilà, le père était un vigneron très réputé, un viticulteur pardon très réputé. Et en fait, justement, le papa vient de décéder. Et il avait demandé à ce que ses enfants se retrouvent dans la maison familiale la veille de ses funérailles. Donc c'est ce que ses enfants font. Ils se retrouvent dans la maison familiale. Et il leur avait dit, voilà, je vous laisserai une lettre, mon testament, que vous découvrirez lors de cette soirée. Ils ouvrent la lettre, et là, le chaos s'installe. La lettre contient des révélations, voilà, il y a des secrets qui explosent, et ce qui va finir de faire sombrer la soirée dans le chaos, c'est que les enfants découvrent que les portes de la casa, les fenêtres, absolument tout est verrouillé, et qu'ils sont coupés du monde. Donc ils vont être obligés de cohabiter pour cette nuit, pour le meilleur, mais surtout pour le pire, quoi. J'allais dire de survivre ensemble. Ouais, exactement. Ouais, ouais. C'est très joliment dit parce que c'est survivre physiquement, mais survivre aussi psychologiquement. Entre guillemets, combien de fois on s'est dit ce repas de famille, ouais, va falloir se le faire, quoi, ce repas, il va falloir survivre à ça. Bah, c'est exactement ça, ouais. Donc après, c'est extrapolé, bien sûr, puisqu'on est dans le polar, mais c'est exactement ça. À une époque, pardon, où on a envie de revoir des gens et de repasser des soirées ensemble, c'est assez marrant de voir tous ces gens qui, eux, n'ont pas du tout envie de passer la soirée ensemble. Exactement, ouais. Et en plus, j'y avais pensé bien avant le confinement à cette histoire. Et du coup, il y a plusieurs critiques qui m'ont fait la remarque, plusieurs blogueurs ou blogueuses qui m'ont dit ah, c'est rigolo finalement ce truc, ils sont confinés pour une nuit en fait. Et voilà, j'avais pas du tout fait exprès, mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, on se retrouve un peu dans ce cas de figure-là. C'est un huis clos complètement angoissant parce qu'en fait, on est prisonnier avec eux dans cette maison. Il va se passer plein de choses. On va découvrir les 5 frères et sœurs parce que tu chapitres Oui. avec les uns et les autres. Donc du coup, on va découvrir qui ils sont, leurs relations, qui est proche de qui, les embrouilles qu'il y a eu entre frères et sœurs parce que forcément, tout le monde a des dossiers les uns sur les autres. Et on passe un moment. Enfin, moi, c'est un page turner en fait. C'est vrai qu'une fois Complètement. On retrouve enfermé dans la maison avec eux, on peut pas s'arrêter. On veut savoir en fait. Ben, merci, c'est adorable. Surtout que c'était pas évident de déjà alors c'est volontairement théâtral, hein, puisque je m'inspire parfois un peu vite fait de la tragédie grecque. Enfin, voilà, c'est volontairement très théâtral. C'est en unité de lieu, de temps, d'action. Donc j'avais 5 personnes dans une maison qui se disputent autour d'une lettre. Quand j'ai attaqué le truc, je peux vous dire que au début je me suis dit bon allez Christelle, on y va, mais ça va être chaud. Donc allez, on y croit. Mais voilà, et puis plus j'avançais, plus j'avais des idées, et je me suis dit bon, bah, en fait, ça c'est bon, ça va le faire dans la longueur.
Mais oui, c'était pas facile. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Tu avais déjà ton plan de départ, savoir ce qui allait se passer, ou ça t'est venu au fur et à mesure avec les personnages, l'avancée de l'histoire? Alors, dans tous les cas, avant d'écrire, moi j'ai toujours un début et une fin. Ça, c'est une condition indiscutable pour moi. Je ne peux pas me lancer dans un roman sans avoir la fin. Et je dirais même que j'ai même d'abord la fin. C'est-à-dire que je pense à une situation, à un truc, un type qui tue pour telle raison, et je trouve ma situation de départ. Donc il y a certains auteurs qui disent qu'ils commencent par la fin et qui brodent après. Moi, c'est qui commencent par le début et qui voilà. Moi, c'est le contraire. Je commence par la fin. Donc je fonctionne toujours comme ça. Pour l'art du meurtre, j'avais pas de plan très établi, sinon quelques envies de mise en scène de meurtre ou de situation, mais j'avais pas vraiment de plan. Et pour les Belasco, il y a un petit peu plus de plans. C'est-à-dire que je savais que dans la première partie, il allait se passer ça. Après, j'avais des grandes lignes dans mes grandes parties, mais c'était pas un plan très, très, très précis. Il y a des choses où j'ai improvisé ou qui m'ont été inspirées par certaines réactions des personnages, qui m'ont été inspirées par certaines situations. Donc c'est un mélange de brodage et de pré-plan, on va dire. C'est un petit mélange des deux. Et pourtant, on imagine que tu as vraiment ficelé ça finement parce que tout s'enchaîne en fait. Hein. On a les frères et sœurs qui prennent la parole chacun leur tour, qui distillent des petites onces de vérité, mais pas trop, qui du coup nous font réfléchir aussi. Et puis on a presque l'impression en fait d'être au milieu de cette fratrie et d'être enfermé avec eux. Et comme dit Caro, effectivement, moi ce que j'ai aimé dans ton roman, c'est qu'une fois que tu l'as démarré, en fait, tu as comme une angoisse justement d'être enfermé. Et donc tu as besoin que l'heure tourne, que le temps passe pour pouvoir en sortir parce qu'on sait que la maison donc se ferme entre 19h et je sais plus 7h du matin, je crois. Ouais. Voilà, et donc on se dit plus on lit vite en fait, plus on va arriver à la libération. Et donc cette idée de maison qui se ferme automatiquement, parce que c'est pareil, c'est pas courant non plus, comment ça t'est venu? Et ben alors là très simplement, c'est inviolable, hein. Une fois fermée, elle est inviolable de l'intérieur comme de l'extérieur. Ouais, exactement. Il y a des verres anti-effraction. Enfin, c'est blindé de chez blindé. Il y a des stores roulants qui ferment tout. L'idée, elle m'est venue juste que, voilà, il fallait qu'il soit enfermé. Fallait vraiment qu'il n'ait pas d'issue de secours. Donc, je me suis dit, comme c'est une maison très moderne, pourquoi pas avoir ce système ultra sécuritaire. Le père qui était en plus complètement paranoïaque, qu'il est devenu de plus en plus au fil du temps. Donc, pourquoi pas s'enfermer comme ça. Et puis, j'ai repensé aussi à un ami pompier qui avait dit un jour, on a une baie vitrée avec des volets roulants, et il nous avait dit, vous savez qu'il ne faut jamais fermer le volet roulant jusqu'en bas, parce que si votre appartement crame, vous ouvrez votre fenêtre, votre baie vitrée, mais si les volets roulants sont entièrement fermés et qu'il y a une coupure d'électricité, par exemple, dans l'immeuble, parce qu'il y a le feu, vous ne pouvez pas sortir. Donc vous cramez dans votre appartement. Et en fait, depuis qu'il m'avait dit ça, ça reste un peu en tête. Et puis après, pour les Belasco, ça m'est revenu en me disant, oui, c'est pas... Après, voilà... Est-ce que dans la vraie vie, ils auraient trouvé une façon de sortir? Peut-être. Voilà, là, on est dans le roman, on part du principe qu'ils ne sortent pas, et puis voilà. Mais est-ce qu'il faut vraiment ne pas fermer ses volets complètement? J'avais jamais pensé à ça. Non, après, moi, voilà, ça m'empêche pas de dormir plus que ça maintenant. Mais oui, c'est un vrai truc. Capitaine de pompier qui avait dit ça, ouais, c'est vrai. Hein, ouais. Tu sais, ça me fait penser faut qu'il y ait le feu, faut que tu aies des volets roulants, faut qu'il y ait une panne d'électricité. Ça me fait penser à l'empathie. Que ton chat soit beige. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. Ouais. Depuis que j'ai lu l'empathie, je ne laisse plus les fenêtres ouvertes quand je dors. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu encore. Bon, il y a des dans le chat, pardon, Aude qui dit qu'elle est d'accord, il rend complètement claustrophobe ce roman. D'autres qui disent que l'ambiance était totalement anxiogène, que Carole a adoré être enfermée dans cette casa. Et oui, que Lolo Brodeuse a eu des sueurs froides. Donc tu vois, ça a bien marché en fait, sur ceux qui l'ont lu en tout cas. Ouais. Parce que tout le monde ne l'a pas encore lu. Non, il faut. De quoi se réconcilier avec son statut d'enfant unique. Alors c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que dans les 5 frères et sœurs, au départ, moi je me suis dit, je me sens plus proche de l'un, de l'une. Et puis plus on avance dans le bouquin, plus on se dit, oh là là, non, en fait j'en voudrais pas du tout, ni comme frère, ni comme sœur. Et on finit par se dire, wow, qu'est-ce que c'est que cette famille? Comment tu as fait pour faire que chacun des frères et sœurs soit à la fois attachant et à la fois complètement barré? Ouais.
Ben, en fait, quand je l'ai écrit, je pensais pas, entre guillemets, réussir à instiller de la sympathie dans ces personnages. En fait, moi, ma plus grande peur quand est Au sorti ce début, hein, parce que rapidement. ouais, bien sûr. Mais quand est sorti ce roman, ma plus grande crainte, c'était que tout le monde me dise mais cette histoire, c'est pas possible, ils sont tous détestables. Comment veux-tu qu'on aime ton livre? Et parce que ça, c'est des réflexions sur l'art du meurtre que j'avais eues. Ah, moi, j'ai pas aimé le personnage d'Audrey, nanana. Donc je m'étais dit, alors qu'Audrey, c'était finalement un lieutenant normal, entre guillemets, enfin, avec ses défauts, ses machins. Là, je me suis dit, mais ils sont horribles, mes personnages. Enfin, personne ne va aimer ce livre. Et en fait, dans beaucoup de retours, les gens disent, je vous préviens, vous allez tous les détester, mais c'est pas grave. Vous allez quand même aimer le livre. Donc là, je me suis dit, ouf, c'est bon, les gens ont compris ce que je voulais faire. Après, comment j'ai imaginé tout ça, franchement, je ne saurais pas vous expliquer. Je sais que j'ai gardé en tête Desperate Housewives, la série, où en fait, finalement, les 4 ou 5 minettes qui sont récurrentes dans la série, mais elles font des choses atroces. Parfois, elles sont détestables, et l'épisode d'après, on les adore. Mais c'est nous, enfin, l'humain est comme ça. Donc j'ai essayé de faire un peu ça. Après, bon, là, ils sont particulièrement atroces, odieux. Mais voilà, après, quand j'entends, là, le commentaire sur l'enfant unique, j'entends des témoignages autour de moi. Souvent, à plus de 3 frères et sœurs, dans les familles, c'est déjà compliqué. J'ose même vous dire que parfois, à 2, c'est compliqué. Enfin voilà, le sujet s'est imposé de lui-même, quoi. Et puis sous forme de mini-groupe, c'est-à-dire les 2 sœurs se détestent, les deux grands frères se détestent aussi, mais la petite sœur adore le grand frère. Enfin, tu vois, ces espèces d'imbrication de relations, c'est comme ça que ça se passe dans les vraies familles, quoi. Aude a écrit dans le chat, c'est une famille très classique. Oui, complètement. Je trouve que c'est très juste. Oui, elle est classique dans ses comportements, dans ses relations, même si bien et sûr... Jérôme dit que la casa, elle, est plutôt sympa. Ouais, graphiquement, ouais. En termes d'architecture, elle est très sympa, ouais. Non, mais même, il faut qu'on en parle parce que c'est un personnage à part entière, la casa. Ouais, ouais. Alors ça, c'était une des premières idées que j'ai eues. C'était de faire parler... On peut le dire, enfin, c'est pas spoil, je sais pas. Oui, bien sûr, c'est le premier chapitre. Hein. C'était de faire parler la maison. J'avais d'ailleurs expliqué à Carovala que le livre est découpé en 5 parties. Et en fait, dans ma version initiale, la maison, un monologue de la maison ouvrait chaque première partie. Et en fait, le livre, du coup, versait trop dans le truc familial, moins dans le thriller ou dans le noir, finalement. Ça faisait... Enfin, je sais pas, il manquait un truc. Pour moi, c'était pas assez noir. Et j'ai eu l'idée... C'est pas assez policier. Voilà, c'est très basique ce que je dis, mais j'avais peur que le lectorat ne s'y retrouve pas. Donc, j'ai décidé de transformer ce monologue de la maison en une enquête. Un capitaine qui se rend dans un hôpital où il interroge quelqu'un. Une victime. Voilà, une victime, voilà. Et donc après, on a les flashbacks avec les frères et sœurs lors de cette soirée mémorable. Donc voilà, l'interrogatoire a remplacé le monologue de la maison. Pour que ce soit plus orienté polar. Par contre, j'ai gardé les monologues de la maison à l'entrée et à la fin, parce que moi, je suis très attachée aux lieux, très attachée aux maisons de famille. Je trouve que les maisons ont une âme, et j'avais envie de lui donner la parole, aussi parce que finalement, c'était celle qui n'avait rien à se reprocher, alors tout le monde l'a montré du doigt. C'est souvent qu'on dit la maison de l'horreur. Enfin voilà, vous allez sur YouTube, la maison de l'horreur, la maison des morts, la maison du drame. C'est toujours la maison de. Non, en fait, c'est Monsieur Tartampion qui a fait des horreurs, mais cette maison, elle est pour rien. Ou les maisons qui n'arrivent pas à se vendre parce qu'il y a eu des meurtres à l'intérieur. Enfin, voilà, après, je peux comprendre la superstition, mais j'ai envie de dire, mais ces pauvres maisons, ils y peuvent rien. Donc, je voulais lui donner la parole en lui disant, mais moi, je l'aimais, cette famille. Moi, je les aimais malgré leurs défauts. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en mon sein? Pourquoi ils me salissent de leur sang à ce point? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est la seule témoin objective de ce qui se passe, et qui sait tout, donc qui sait même qui a fait quoi, voilà, juste dans les choses les plus horribles. Donc voilà, elle ouvre, elle ferme le récit en tant que témoin, et aussi, finalement, c'est aussi une victime. Jusqu'à la fin, à sa manière aussi, il lui arrive quelque chose, voilà, elle aussi est une victime finalement. Mais ta scène d'ouverture est très originale parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ça soit justement la maison qui soit témoin de tout ce qui s'est passé et qui se raconte en fait. Donc c'est vrai que dès la scène d'ouverture,
tu happes le lecteur et c'est gagné, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Mais c'est hyper important, voilà, les premiers chapitres, on le sait. Je crois que c'est Joël Dicker qui disait, c'est dans... Qui ça? Joël Dicker, dans son super roman qui a été adapté, là, bon sang. La vérité, quoi. Merci, purée, je l'avais mangé. Tu sais, où il y a tout un parallèle justement entre cette histoire de disparition, de meurtre et l'écriture, la coécriture, enfin l'écriture avec le mentor qu'il rencontre. Et le gars lui dit, tu sais, ce qui est le plus important, c'est ton premier chapitre et ton deuxième chapitre. Et c'est complètement vrai. Enfin, le premier chapitre, si tu le foires, je dis pas que tu vas pas plus loin, mais c'est comme les 5 premières minutes d'un film. Tu vois beaucoup de choses dans les 5 premières minutes d'un film et dans les 5 premières pages d'un livre. Tu te fais une idée du style, de où ça va aller, de l'intrigue, ben voilà. Tu sais, Caro, tu parlais d'un prix l'autre fois, tu disais je vais lire les 100 premières pages. Oui, tout à fait. Mais c'est exactement. Mais après, tu sais ta vie, tu fais ce que tu veux, mais t'as même pas besoin de lire 100 pages en fait. Un roman, des fois, en 2 chapitres, c'est plié, quoi. J'ai descendu la barre à 50 parce qu'en fait, je m'aperçois que dans les 50 premières pages, tu te rends compte. Non, mais c'est vrai, tu te rends compte tout de suite de si tu as envie de soutenir le livre ou pas. Voilà, c'est tout. Exactement. Ouais. Moi, je propose, parce que l'heure avant, je propose qu'on lise un extrait des Belasco. Et juste, je rebondis sur ce qui s'est dit dans le chat tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a mis « Tout le monde meurt à la fin ». C'est pas vrai. Donc, vous pouvez lire le livre sans problème. C'est un peu spoil. On raconte pas la fin. Donc, alors là, je suis au tout début du roman, hein, pour situer. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, l'inspecteur qui va interviewer donc la victime. Racontez-moi votre histoire en toute simplicité. Par où commencer? Le début. Que faisaient 5 frères et sœurs dans cette maison? Notre père, André Belasco, voulait que nous nous réunissions dans la demeure familiale, la veille de ses obsèques, pour prendre connaissance de son testament. Son enterrement ayant eu lieu aujourd'hui, nous nous sommes donc donné rendez-vous hier soir à la casa. À quelle heure? 19h. Étiez-vous heureux de vous retrouver? Non. La franchise de cette réponse surprit le capitaine. Pourquoi? Les tensions entre nous étaient nombreuses. Je savais que la question de l'héritage n'allait rien arranger. La soirée promettait d'être houleuse, mais ce déferlement de haine et de violence, qui aurait pu deviner que nous en arrivions là? Finalement, on prend des petites bouffées d'air parce qu'on est enfermé dans la maison avec les 5 frères et sœurs et on sort de temps en temps, on se retrouve dans cette chambre d'hôpital avec ce flic qui mène donc son enquête. Et je t'avoue que moi, j'étais contente de sortir de la maison de temps en temps parce que c'est hyper oppressant d'être enfermé ces 5 frères et sœurs. Et du coup, j'ai trouvé que ton rythme était parfaitement dosé entre justement l'enfermement avec les frères et sœurs et ces scènes à l'hôpital avec ce flic qui avance dans son enquête, mine de rien. Ouais, c'est intéressant que tu t'aies vu ça comme des respirations. Moi aussi, complètement, je confirme. Ouais, d'accord, ouais. Non, mais c'est bien, d'accord, ok. Je les ai pas imaginées comme des respirations, parce que tu sais, quand tu écris un polar, un thriller, quelque chose de très sombre, t'as qu'une envie, c'est que ton lecteur soit. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais que ton lecteur soit mal, enfin, que tu as envie de lui faire ressentir des trucs, quoi. Donc, je ne l'ai pas fait consciemment, je l'ai vraiment fait pour rythmer le récit et puis pour proposer un autre point de vue. Et puis surtout pour m'amuser avec donc cette victime qui est dans ce lit d'hôpital, qui est interrogée par le capitaine, et finalement on ne sait pas qui c'est cette survivant vivante. Donc ça a été assez compliqué à rédiger aussi parce qu'il fallait ni que j'emploie le elle ni le il, ni de marque du féminin, ni de la victime, enfin le survivant, la survivante. Enfin, il y avait plein de choses que j'ai pas pu faire en termes même de grammaire ou de style ou de vocabulaire. Donc c'était un petit challenge, mais c'était sympa. Et c'est très marrant ce que tu dis, Christelle, parce que du coup, moi, j'avais vraiment envie de savoir qui c'était. Et du coup, je suis revenue plusieurs fois sur les pages que je venais de lire pour justement chercher si à un moment donné, tu disais il ou elle ou si dans un accord, tu te trahissais. Et pas du tout. T'as cherché la faute, en fait. Et j'ai changé plein de fois d'avis. Moi, c'est pareil, j'ai cherché les indices et comme Caro, j'ai changé plein de fois de personnage en me disant c'est lui, c'est sûr que c'est lui, et puis c'est pas du tout aussi simple. En jeu vidéo, on appelle ça un Easter egg. Un Easter egg, pour le coup, il n'y en a qu'un. Il y a quelque chose, mais je le dis pas là, mais je vous le dirai en off. Il y a quelque chose qui permet d'identifier la survivante. Ouais.
il y a un truc, voilà, il dit un Ah truc. bah, je vais le relire alors. Ouais, non, mais ça va être super compliqué à trouver, mais la personne utilise une expression euh, avec une couleur, on va dire. Et au cours du récit, j'ai donné je décris un des frères, une des sœurs, par la couleur d'un vêtement qu'il elle porte. Et voilà, c'est la même Alors, couleur. pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, du coup, vous pouvez faire votre recherche en lisant le bouquin. Ouais. Mais le problème, c'est qu'à force de chercher, après, tu perds le fil. Oui, il faut pas en oublier la base de la lecture. Oui. Est-ce qu'on lirait pas le deuxième extrait dans la foulée? Oui. Christelle a proposé de le lire. Voilà, Yes. super. Alors. Voilà. Allô? C'est Florence. On vous cherche partout, capitaine. Je suis toujours à l'hôpital. Encore? L'histoire des Belasco est longue et compliquée, mais je pense pouvoir comprendre le drame qui s'est joué. Comprendre? Oui, si vous le dites. Tu ne sembles pas convaincu. Désolé, mais selon moi, une seule explication est valable. Les Belasco ont un grain. Parlez d'eux à n'importe qui dans la vallée, tout le monde vous donnera le même son de cloche. Le capitaine se mit à arpenter le couloir. La tournure de la conversation l'irritait. Il décida de changer de sujet. Où en êtes-vous de vos recherches? Nous avons fini de visionner les enregistrements de vidéosurveillance, de l'arrivée de Philippe Belasco hier soir à 19h jusqu'au déverrouillage des issues ce matin à 7h. En 2 mots? 2 mots? Ce n'est pas suffisant, capitaine. On pourrait écrire un roman sur cette histoire. Ben justement, tu l'as fait. Et ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est un petit peu c'est l'histoire dans l'histoire, ouais. C'est un petit peu ça. Et alors, ce qui est chouette, on en profite parce que cette semaine, c'est ta semaine. Gérard Collard a parlé de ton livre dans son émission. Donc, on colle vraiment à l'actu. Moi, j'ai souvent les mêmes goûts que Gérard Collard, donc je suis très contente qu'il t'ait découverte parce que ça va être vraiment un tremplin pour toi. Il est très prescripteur. Donc, j'imagine que tu es sur ton petit nuage depuis. Ah bah oui, on a découvert ça avec l'archipel lundi. J'ai dit à Mylène au téléphone, je me suis roulée par terre de joie. Elle se fout de moi. Je lui dis non, mais vraiment, Mylène, il y a 5 minutes, je me suis roulée par terre. Faut imaginer la scène maintenant. Mais oui, j'ai explosé de joie. Ouais, c'est vraiment, d'être reconnue déjà par les libraires, par les professionnels, c'est déjà une grande récompense parce que voilà, on se dit après d'être suivi par les lecteurs, c'en est une seconde, d'être soutenu par les blogueurs, voilà. Et puis là-dessus, tu mets un petit Gérard Collard et boum, quoi, c'est top. Après, il y a vraiment un engouement sur les réseaux sociaux. Ton livre, il revient très souvent. Tu as beaucoup de blogueurs qui te suivent, j'ai l'impression. Toi-même, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Alors, tout ça, malgré quand même une année complètement folle, l'année 2020, et puis là, l'année 2020 qui démarre, où il n'y a pas de salon, il n'y a pas de dédicace. Donc, tu as vraiment sorti tes 2 bouquins sans possibilité de rencontrer tes lecteurs. Ouais. Et malgré ça, je trouve que tu as instauré un vrai truc. Ouais. Parce que on peut te parler, t'es dispo sur Facebook, sur Instagram, et du coup, comment tu fais pour gérer ces non-rencontres réelles, mais tu gères très bien la partie toutes les rencontres virtuelles en fait. Comment tu fais? C'est super chou que tu aies souligné ça et vu ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie d'être oui, mais ça manque de ne pas pouvoir rencontrer les lecteurs. Du coup, moi, comme tu dis, comme j'ai commencé dès 2020, donc année presque sans salon, pratiquement sans dédicace, j'ai fait 2 dédicaces depuis l'année dernière. Donc ça manque finalement de ne pas rencontrer ses lecteurs. Donc on essaye de pallier à ça. Les réseaux sociaux sont un formidable outil pour le faire. Et oui, j'essaye d'être présente. Moi, si j'ai commencé à écrire, c'est pour 2 raisons. La première, c'était pour vider mon sac émotionnel. Et la deuxième raison, c'était pour être lue, pour que les gens me lisent. J'ai écrit pour donner quelque chose aux gens. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui sont là pour prendre cette chose, cette écriture. Et vous voudriez que je leur réponde pas en message? Vous voudriez que je commente pas que je les remercie pas pour leur chronique, que quand on pose une question à MP, je réponds pas? Mais pour l'instant, je le gère. Bien, alors je sais pas, peut-être qu'un jour je serai comme Franck Tillier, j'aurai des centaines de milliers. Mais je comprends que ce soit pas possible. Pour l'instant, c'est possible. Mais bien sûr que je le fais. Parce que c'est mon but, c'est d'échanger avec ces gens-là. Quand on vient me voir en MP sur Instagram en me disant oh là là, mais dis donc, tu as des connaissances en art, mais pourquoi, comment? Mais c'est génial, quoi, qu'on discute, ou même parfois je parle de mes lectures avec d'autres lecteurs. Enfin,
Moi, j'adore ça. Enfin, de toute façon, je suis un cœur d'artichaut, donc moi, j'adore les rapports humains. Enfin, voilà. Et puis, je fais vraiment de belles rencontres sur les réseaux. Donc, oui, oui, j'essaye d'être présente. Voilà, pour toutes ces raisons. Je voudrais préciser aussi que, donc nous, on ne se connaissait pas, Christelle, avant que Caro me dise, Caro, il faut que tu lises ce livre. T'as vu, je t'ai écouté. Mais effectivement, il y a pas mal d'auteurs qui prennent la parole sur les réseaux sociaux pour parler d'eux. C'est bien parce qu'effectivement, on est content de leur actualité. Mais toi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, tu réagis à tout. Enfin, à tout, à ce qui t'intéresse. Quand tu parlais de relations humaines, effectivement, j'ai remarqué que depuis que je t'avais lu et que on avait été en contact, en fait, tu regardes ce que je fais, je te vois commenter des chroniques d'autres personnes, mais sur d'autres livres que les tiens. Et ça, c'est sympa aussi parce que du coup, tu as l'impression d'avoir une vraie relation. Oui, oui, oui. Oui, participer en commentaire des autres. Je poste aussi des stories où je fais un petit condensé de mes lectures, de ce que j'ai lu. Mais oui, et en plus, ça va paraître fou, mais en plus, ce n'est pas fin, ce n'est pas faux. Je suis réellement comme ça. C'est-à-dire que quand je commente une publication de quelqu'un ou quand je like, c'est parce que je veux le faire. Je le fais pas en me disant ah bah ouais, si je lui mets un j'aime, elle va me mettre un j'aime. Non, je le fais parce que j'ai envie. Quand quelqu'un parle d'un bouquin que j'ai lu aussi et on n'est pas d'accord ou au contraire on l'est, ben, j'ai envie de le dire en commentaire. Puis je suis quelqu'un d'assez sociable. J'aime beaucoup, comme tu dis, les rapports humains. Donc, ouais, j'ai envie de cette interaction. Elle me plaît. Et d'autant plus quand les gens sont sympas et intéressants. Alors, fois mille, quoi. Non, non, ça, c'est un truc que j'adore. Les réseaux sociaux, pour ça, moi, je survalide. Hein. Vraiment. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as envoyé ton livre à tes auteurs de polar préférés? Alors, j'ai envoyé L'Art du meurtre. On l'a envoyé à. C'est la deuxième fois que tu vas rigoler, Caro. Donc, j'ai envoyé à Franck Tillet et à Jean-Christophe Granger. D'accord. Voilà, j'aurais bien aimé l'envoyer à Maupassant et à Lovecraft, mais hélas, c'est trop tard. Mais voilà, je les ai envoyés à ces deux-là. Voilà. Je n'ai pas forcément eu de retour, mais après, encore une fois, voilà, ils ont plein de choses à faire. Je comprends, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Et alors, après, donc l'art du meurtre, on a compris que c'était la team trash. Ensuite, le clan des Balasco. La team famille. C'est un thriller psychologique familial. Est-ce que tu es sur un nouveau projet, Christelle? À quoi tu vas t'essayer maintenant? Oui, oui. Alors, nouveau projet, c'est rigolo, le terme essayer, il est bien choisi d'ailleurs. Parce que, en fait, j'aime bien essayer. Je vois vraiment l'écriture comme un petit laboratoire d'expérimentation. Puisque tu sais, quand je me suis auto-éditée, j'ai fait de la nouvelle fantastique, j'ai fait du thriller d'anticipation, un truc avec des androïdes, donc limite science-fiction. J'ai fait un voyage d'exploration justement à la Jules Verne Lovecraft, une équipe qui part à la recherche du Grand Cthulhu. Donc voilà, j'aime bien m'essayer à différents univers. Là, je ne peux pas m'éparpiller autant en ayant une maison d'édition parce que mes lecteurs ils vont être perdus. Si demain je me mets à faire de la SF, c'est la catastrophe. Hein. Tout le monde va être perdu. Donc à un moment, il faut se mettre des cadres quand même. Hein. Et puis moi, ça me sert aussi d'avoir un peu des cadres, d'avoir un cadre. Donc le prochain, non, il sera dans la lignée de l'art du meurtre, je pense. Peut-être plus proche. C'est-à-dire qu'on sera plus dans le schéma meurtre, enquête, flic, tu vois, un truc voilà, plus classique, entre guillemets. Je vais essayer, bien sûr, d'y instiller ma patte et puis mon originalité. Et à la limite, là où il peut être différent, c'est qu'il est sur un propos, on va dire, politique. Il est un petit peu politisé. Voilà. Tu as décidé de te fâcher avec tout le monde. C'est ça. Alors en plus, là, le sujet que j'aborde, j'ai intérêt à être hyper prudente parce que je vais me faire dégommer. C'est ma hantise d'ailleurs. Enfin voilà, je sais que je sais que Jérôme là, voilà, Jean-Daniel, mon éditeur va beaucoup m'aider là-dessus parce que c'est assez délicat là, ce que j'entreprends et je veux pas me planter. Mais en même temps, il faut que je dise des choses pour servir mon propos. Voilà, bon, vous verrez en le lisant, mais c'est un peu un challenge là, ouais. T'es une auteure qui aime prendre des risques, hein, parce que du coup, tu démarres avec un polar hyper trash, tu pars sur autre chose, sur un thriller psychologique familial, comme disait Caro, et puis là, tu rechanges encore complètement. Oui, j'aime bien. J'aime bien essayer plein de choses. Je suis curieuse de nature, donc j'aime bien. C'est vraiment l'écriture, c'est un laboratoire d'expérimentation. Ouais. Et du coup, il est bien avancé ton troisième? T'en es où? On veut savoir. Ouais, il est bien avancé. Il me reste 4 chapitres à écrire et 3 épilogues. Puisque justement, je parlais d'originalité, en fait, c'est 3 histoires. Donc, il y aura 3 prologues et 3 épilogues.
Voilà. Moi, je Donc, trouve ça toujours un petit peu fou parce que c'est vrai que quand un livre sort, finalement, vous les auteurs, vous êtes déjà dans le suivant en fait. C'est ça. Et ouais. Exactement, c'est tout le temps comme ça. Et du coup, en plus, c'est chaud quand les gens nous disent bon, bah, on attend le prochain. Et toi, limite, t'es en deadline. C'est-à-dire que tu étais en train d'écrire le prochain et limite, t'es sur la fin du prochain pour le rendre à ton éditeur. Et quand les gens disent bon, bah, on attend le. Oui, bah oui, je sais qu'on attend le prochain. Arrêtez de me mettre la pression. Donc, ça met toujours un petit coup de pression comme ça. Mais par contre, moi, j'adore hein, quand on me dit à quand le troisième ou à quand le prochain, même quand le livre vient de sortir. Moi, j'adore quand on me dit ça. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour ah, j'espère que ça ne te vexe pas que je te demande ça. Mais non, c'est trop bien de demander ça. Ça veut dire qu'on a envie. Non, c'est top. Marc demande à quand le 4e. J'ai vu d'ailleurs que Marc posait une question sur. Mais alors, je ne sais pas, il faut remonter dans le chat. A dit que. Alors, Zygmunt Milošević, Ouais, je voulais le sortir. Ne n'est pas. Et je n'arrive pas à prononcer son nom, je m'excuse, a dit qu'après son 3e thriller, il en avait assez de passer du temps sur Google à faire des recherches sur comment dissoudre un corps. Du coup, il a changé de style et a fait un roman d'aventure. Christelle va peut-être tenir plus de 3 romans. Non, mais je suis vraiment d'accord. Hein. Ouais. C'est ça le truc, tout ce qui est médecine légale, procédure policière, ça c'est chiant, franchement. Enfin voilà, mais ouais, enfin, en tout cas, voilà, j'ai un peu répondu déjà à la question, mais les différents registres me gênent pas, au contraire. J'adore. Je pourrais écrire un style différent par an, je le ferais. Même, tu vois, en lisant le discours de Fabrice Caro, ça m'a donné envie de faire un truc comme ça, un peu humour, mais de dingue, quoi. J'ai le titre du roman, c'est Mon psy mange ses Mickey. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, donc j'ai le titre du roman, mais voilà, mais bon, je pense que mon éditeur va me dire mais non, Christelle, tu peux pas faire de l'humour, ça n'est pas possible, donc je sais pas. Mais à quand le livre de cuisine de Christelle Duchamp? Ah oui, je sais très bien faire les pâtes. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour cette année? Des salons, des rencontres, des dédicaces? Oui, donnez-nous des salons, même si j'y crois pas du tout, pardon d'être pessimiste, mais voilà, j'ai vraiment envie de rencontrer des gens et aussi de rencontrer donc les libraires, les blogueurs, tout le monde, et les copains auteurs que je me suis fait sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a Maxime Girardot, il y a Cyril Carrère, voilà, j'ai Laurine aussi. J'ai envie de les rencontrer, tous ces gens aussi, ces auteurs, donc c'est des confrères et on ne se connaît pas encore. Donc, oui. Et puis que les Belasco séduisent plein de gens. Encore une fois, moi j'écris pour être lue. Donc voilà. Donc lisez-moi. On est nombreux à Mulhouse, Christelle. Si tu veux venir, tu es la bienvenue. Oh chou, très bien, je note. Bon, en tout cas, c'était super intéressant de t'avoir avec nous et Merci à vous. Merci beaucoup. D'avoir compris ta manière d'écrire, tes influences. Tu nous as livré pas mal de choses, donc c'était super sympa. Moi, merci à vous, c'était adorable de m'inviter. Puis merci pour vos questions et pour ceux qui étaient présents. Mais moi, je voulais dire que quand on lit beaucoup, on a tendance à lire parfois souvent des choses qui se ressemblent. Et avec ton livre, j'ai été vraiment surprise. J'ai été accro dès le début. Et c'est pour ça, en fait, que j'étais vraiment ravie de cette rencontre et de pouvoir en parler à mon niveau parce que ça fait du bien. Et en plus, depuis, j'ai l'impression qu'on le voit partout, là, que ça y est, il y a du bouche à oreille. Et je crois que c'est vraiment un livre qu'on peut recommander et offrir à tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup. On te souhaite plein de succès. Merci. Plein de succès. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Caro, ta scène d'ouverture est tellement originale qu'on se dit « Ah, chouette, enfin on va lire un thriller original », parce que moi, parfois, j'ai l'impression de lire toujours aussi un petit peu la même chose. Je sais qu'on a un peu gros lecteur là sur cet apéro, et c'est vrai que parfois, on s'écrit en se disant « Oh là là, c'est toujours là. » Bon, voilà. Ouais. Et là, pour le coup, toi, tu proposes vraiment quelque chose d'intéressant, d'original et de passionnant. Donc, bravo. Merci. Surtout que c'est un petit peu la hantise de l'auteur, c'est qu'est-ce que je vais faire pour me démarquer et qu'est-ce que je vais raconter pour me démarquer. Donc si on y arrive, un petit peu, et si on y arrive même beaucoup, c'est chouette, c'est super. Bravo à l'archipel, bravo à toi. Voilà, je remonte la couverture. Donc, merci à eux pour leur confiance. Hein. Ah, on fait une petite photo de fin, je vous rappelle, où on fait coucou avec les mains. Ou avec ce que vous voulez. Avec le tien. Avec la... je sais pas quoi. J'en profite du coup. Zut, j'aurais dû prendre avec les éclats de rire. J'en profite pour dire que dimanche, on a rendez-vous donc avec Jack et avec des auteurs qui ont participé à L'Amour c'est.
Voilà, parce qu'on a envie de parler d'amour. J'allais enseigner sur autre chose, mais vous alliez encore vous mettre à rire, donc je vais m'arrêter là. Et sinon, dans 15 jours, on a rendez-vous avec Julien Sandrel pour la sortie de son nouveau roman qu'on a évidemment déjà lu et qui est extra. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous inscrivez en ligne et puis on se retrouve très vite. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. J'espère que vous avez encore faim après toutes ces histoires de meurtre. Bonne soirée, merci Christelle. Merci Caro. Merci Bonne Christelle. Bonne soirée, merci les filles. Salut. Bye. Merci pour tout. Et, on espère à dimanche, du coup à partir de 17h30. Ok. Bonne soirée Ciao à tous. Bonne soirée. Salut. Salut. Bonne soirée. Merci, Bonne merci. soirée.